Bon, bah, merci à tout le monde d'être là. On va laisser très rapidement la parole aux trois équipes qui ont préparé leurs exposés sur les domaines de risque environnemental, mais de façon un peu plus... Il n'y a pas que le risque, il y a les pollutions, voilà. Donc, c'est essentiellement des personnes qui viennent de la D2E, de l'INSEE. Donc, c'est finalement la session spécifique. Voilà. Donc, bonjour, je suis Pauline Mindresse. On va présenter avec Mats Le Floch un autre projet qui vise à construire une base de données sur les émissions polluantes des établissements industriels. Donc, c'est un projet réalisé au sein du D2E avec Raphaël Lafranche-Joussier, Loïc Thomas et Corentin Trévien. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des émissions atmosphériques au niveau établissement, donc lorsque les données le permettent, sinon au niveau entreprise. Cette base, elle vise à couvrir à la fois les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques sur un champ temporel le plus large possible. Donc pour l'industrie, ça irait du début des années 2000 jusqu'à 2022. Et l'objectif final, c'est de favoriser le développement d'études sur les émissions des entreprises. Donc le champ, c'est les industries extractives et manufacturières et la production d'électricité, de gaz et de vapeur. On cherche à couvrir les émissions au sens le plus large possible, donc les émissions allant du scope 1 au scope 3. Donc pour les émissions du scope 1, on recoupe plusieurs sources de données que je détaillerai un peu plus tard, mais notamment les déclarations issues du marché de quotas carbone, les déclarations d'émissions polluantes issues d'IREP, et on va estimer aussi des émissions directes à partir des données de consommation d'énergie de l'EACEI, et on va également utiliser les consommations de gaz des données locales de l'énergie du SDES. Pour les émissions du scope 2, donc à savoir les émissions indirectes liées à l'énergie, on utilise les consommations d'électricité qui figurent dans les données locales de l'énergie du SDES et dans le ACEI. Et enfin, pour estimer toutes les émissions importées, donc une partie du scope 3, on utilise les données de douane pour avoir les valeurs d'importation par entreprise et par produit et pays d'origine qu'on couple à un TIES. Donc pour construire cette base, on procède par plusieurs étapes. La première, ça va être de traiter, exploiter ces différentes sources de données. Puis après, on apparie ces sources entre elles et on les apparie aussi avec des données d'emploi au niveau établissement et au niveau entreprise, ainsi que des données comptables. Et pour ce faire, on utilise un identifiant unique persistant par établissement que Matt vous détaillera un peu plus tard. Et ensuite, la troisième étape qui est toujours en cours, c'est qu'on va comparer les différentes sources de données entre elles et on va comparer les agrégats qu'on obtient aux agrégats nationaux par activité. Donc, je vais commencer par vous présenter les différentes sources de données qu'on utilise pour construire cette base, puis Mats vous présentera la base préliminaire. Donc, pour estimer les émissions du scope 1, donc les émissions directes, on utilise trois principales sources de données. Et donc, la première source de données qu'on utilise, c'est les données issues d'IREP, donc l'inventaire des rejets et transferts des polluants, qui sont des données disponibles sur la plateforme gouvernementale GeoRisque. Donc, il s'agit de données déclaratives sur les émissions polluantes qui sont effectuées par les exploitants des principales installations industrielles. Donc, la liste des exploitants qui sont soumis à ces déclarations, ainsi que la liste des polluants et des seuils de déclaration, ils sont définis par décret, donc ils peuvent varier chaque année. Et donc, dans IREP, on a à peu près 90 polluants. Donc, on a retenu les principaux polluants. Donc, on a retenu 6 gaz à effet de serre et 14 polluants atmosphériques. Et on a fait tout un travail d'appurement des valeurs aberrantes. Au total, entre 2003 et 2023, on a à peu près 5500 SIRET dans la table issue d'IREP, et ça correspond à peu près 2300 émetteurs par an en moyenne. Donc là, on complète ces données d'IREP par les données de consommation d'énergie issues de l'EASEI. Donc avec l'EASEI, on a à peu près les réponses de consommation d'énergie d'environ 8000 établissements par an. On utilise ces données entre 2000 et 2022, donc ce qui fait qu'on a à peu près 43 000 sites au total sur la période. Le champ de l'EASEI, c'est l'industrie manufacturière, mais hors coquillation et raffinage, et on a uniquement une partie d'industrie extractive. Donc à partir de ces consommations d'énergie, on va estimer des émissions de combustion en utilisant les facteurs d'émission de l'ADEME. Et le ACEI, ça va aussi nous permettre d'estimer une partie des émissions de scope 2, donc les émissions indirectes liées à l'énergie, en utilisant les consommations d'électricité et les facteurs d'émission du mix électrique moyen de l'ADEME également. Mais avec le ACEI, on ne peut pas estimer les émissions de procédés. Enfin, la troisième source de données qui nous permet d'estimer les émissions de scope 1, c'est les données issues des déclarations en lien avec le système européen d'échange de quotas d'émissions, le SEC, qui est en vigueur depuis 2005.
Donc avec cette base de données, on a environ 1000 sites en 2022 et 2000 sites au total sur la période. Donc c'est des données déclaratives et annuelles, mais qui sont assez fiables puisqu'elles sont vérifiées. Et les seuils de déclaration sont liés à la puissance et varient selon les processus. Et on a fait tout un travail de siratisation de ces données en utilisant notamment le code postal et le SIRAN qui étaient associés aux émissions. Pour estimer les émissions donc, du scope 2, en plus de données de consommation d'électricité de l'ESEI, on utilise les données locales de l'énergie du SDES qui nous permettent d'avoir des informations sur les consommations d'électricité et de gaz. Donc, c'est des données qui sont transmises par les distributeurs et diffusées par le SDES à la maille adresse depuis 2018. Et en plus, depuis 2021, on a une ventilation de ces consommations par secteur. Et en fait, pour ces données, dans la majorité des cas, une adresse correspond à un point de livraison, si bien que cette adresse, on va pouvoir l'attribuer à un SIRET. Donc pour attribuer une adresse à un SIRET, on va procéder par plusieurs étapes. Déjà, on va identifier l'ensemble des établissements plausibles à cette adresse en regardant les établissements dans la même commune, celles qui ont une proximité géographique mais aussi sectorielle. Et à partir de ces différents critères, donc proximité spatiale, similarité sectorielle, mais aussi l'écart de consommation entre ce qu'on a pu prédire à partir des effectifs et la consommation observée, on va construire un score d'appariement et on va attribuer la consommation au SIRET avec le score d'appariement le plus élevé. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, pour 2022, on a à peu près 542 000 adresses pour l'électricité et 82 000 pour le gaz. Enfin, pour estimer les émissions importées, on va utiliser les données de douane qui nous donnent des informations sur la valeur des importations par produit et pays d'origine au niveau SIRAN et qui sont disponibles de la période allant de 1993 à 2023. Le seuil de déclaration pour ces données d'importation, c'est 460 000 € par an. Et on va coupler ces données d'importation en les associant aux données d'un tableau international entrée-sortie environnementale qui va nous permettre d'estimer le contenu carbone par produit payé en équivalent CO2 par euro, ce qui va nous permettre d'avoir une estimation des émissions importées par entreprise. Et le TUS qu'on utilise, c'est Exiobase. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on obtient à ce stade, mais tout d'abord, une fois qu'on a traité ces sources, on veut avoir une base en panel, donc suivre chaque établissement dans le temps, sauf que les établissements changent de SIRET, et donc on veut avoir ces changements de SIRET, ce qu'on appelle des successions, donc il y a deux approches pour ça. La première, c'est par les flux de main-d'œuvre, donc on considère qu'il y a une succession si 70% des travailleurs d'un SIRET vont dans un autre, et on se sert aussi des déclarations de succession par des entreprises dans la base Sirène que l'on filtre avec des conditions de localisation et de continuité sectorielle. On chaîne toutes ces successions qu'on détecte pour obtenir un identifiant persistant qui est le dernier SIRET qu'on connaît. Donc pour la base des émissions directes obtenues avec l'IREP, le SEC et le ACUI, ça nous donne environ 9000 sites par an. Quand on a plusieurs émissions possibles, on prend en priorité le SEC qu'on considère comme plus fiable, ensuite l'IREP et à défaut le ACUI pour lequel on n'a pas les émissions de procédés. Ce qui veut dire qu'on utilise grosso modo le SEC pour les gros émetteurs, le ACUI pour les petits émetteurs. Alors on a toujours des problèmes de double compte lorsqu'un établissement n'a pas le même SIRET dans plusieurs bases, malgré notre travail de succession. Et ce qu'on remarque, c'est que les émissions sont très concentrées. Donc par exemple pour l'industrie manufacturière, on a 10 sites qui émettent 35% des émissions et 30 sites qui sont responsables de 50%, la moitié des émissions. Donc un peu plus dans le détail, si on regarde la distribution de notre base, toujours pour le manufacturier, on voit qu'on a une dizaine de sites ici qui sont à plus de 1 million de tonnes de CO2, donc de CO2 équivalent en 2022. L'échelle est en log. Et par contre, on a 3/4 des sites qui émettent moins de 3000 tonnes et même la moitié des sites qui émettent moins de 500 tonnes de gaz à effet de serre, donc beaucoup de très petits émetteurs et quelques gros. Ensuite, on regarde un petit peu comment les sources se comparent. Donc on voit que l'IREP et le SEC sont assez proches pour la plupart des établissements, mais pour le ACUI, on a beaucoup plus d'écart à cause des émissions de procédés. Mais donc en mesurant cet écart, on voit que c'est assez proche des agrégats qu'on peut trouver, ce qui veut dire que le SEC couvre bien les émissions de procédés. Par contre, au niveau de la comparaison des données locales d'énergie,
Là, on a plus de problèmes avec des écarts des émissions, des consommations d'électricité qui sont proches pour seulement 60% des sites, 70% pour le gaz. Donc évidemment, l'appariement des SIRET aux données locales d'énergie n'est pas parfait. Alors ensuite, ce qu'on veut faire, c'est regarder à quel point on match les agrégats nationaux, donc ici au niveau A64, qui sont dans le rapport NAMEA. Ce qu'on voit, c'est qu'on est bon pour les branches qui émettent beaucoup, donc chimie, métallurgie, production de ciment et de chaux et d'électricité de vapeur. Mais par contre, on couvre assez peu les branches qui émettent peu, comme l'industrie pharmaceutique ou automobile, ce qui s'explique assez simplement parce qu'il y a beaucoup de petits émetteurs dedans qui ne sont pas dans nos bases. Et en ce qui concerne les déchets, ils sont ni dans le ACUI, ni dans l'IREP, ni dans le SEC, pardon, seulement dans l'IREP. Donc ils nécessiteront un traitement spécifique. Pour l'instant, on voit que c'est un secteur qui manque un peu dans notre base. Maintenant, on a aussi envie de regarder les évolutions. Donc ici, on s'intéresse aux manufacturiers. Et on voit que, bonne nouvelle, on est assez parallèle aux évolutions de l'agrégat officiel. Ce qui montre à la fois que nos estimations sont pas mal et que notre travail de succession donc pour avoir un identifiant persistant marche assez bien aussi. On est à peu près à 80% de la vraie valeur chaque année. Même chose pour l'électricité. Cette fois-ci, on voit qu'on est toujours assez bien parallèle, mais certaines fois, on dépasse un petit peu la vraie valeur. Donc, ce qui veut bien dire qu'on a des doubles comptes, mais c'est quand même pas trop mal. Et enfin, très rapidement, l'autre partie de notre base, donc qui est assez indépendante, qui concerne les émissions importées. Ici, on regarde le total des émissions importées de toutes les entreprises françaises, donc du contenu importé de toutes les entreprises françaises. On le compare avec le chiffre des comptes carbone, et on voit qu'on surestime assez largement ce total en sommant donc, nos estimations. Ça s'explique parce qu'on n'utilise pas le même TIES, donc pas la même source. Eux, ils utilisent Figaro et nous, Exiobase pour l'instant. Ça peut aussi être dû à des traitements de données, on est encore en train d'enquêter là-dessus. Et donc, pour conclure, ce qu'il nous reste à faire, ça serait donc, publier un document de travail, rendre public le code, diffuser sur le CASD à terme. On a différents projets d'études avec cette base au D2E, donc sur la désindustrialisation, sur l'emploi brun, sans doute d'autres à venir et peut-être à l'extérieur du D2E. Et notre projet pour la suite, c'est évidemment d'étendre cette base des émissions au niveau établissement aux autres secteurs de l'économie dans la mesure du possible, donc le déchet, la construction, l'agriculture et les services. Voilà, merci de votre attention. Donc, bonjour à tous, je suis Inès et je vais vous introduire le... Ah pardon. Hop. C'est mieux comme ça. Ok, pardon. Bonjour à tous, donc je suis Inès et je vais vous présenter ce sujet avant de laisser la parole à Felipe. Nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est quelles sont les pratiques agricoles en France et quels sont leurs impacts. Donc, dans un premier temps, quelles vont être les personnes exposées à ces phytosanitaires. Donc aujourd'hui en France, l'agriculture occupe la moitié du territoire et elle est à l'origine de beaucoup de débats et de pressions sur l'environnement, notamment du fait de l'usage massif de produits phytosanitaires qui affectent la santé humaine et la biodiversité. Ils font donc l'objet d'un débat récurrent, notamment lors du renouvellement d'autorisation de mise sur le marché. Pourtant, aujourd'hui, leurs impacts sont peu connus. Mais avant de parler de leur impact, leur utilisation, c'est-à-dire où sont utilisés quels pesticides, c'est pas encore vraiment connu, ou en tout cas disponible comme statistique. Pourtant, à l'INSEE, ou en tout cas dans le SSP, on a des jeux de données riches qui permettent d'aborder cette question, notamment le recensement agricole et les différentes enquêtes pratiques culturales et phytosanitaires. Donc, les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les pratiques agricoles en France et quels sont les enjeux humains liés à l'usage des pesticides. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les données qu'on utilise. Donc, c'est principalement des données qui nous viennent du SSM agricole, le recensement agricole qui constitue une base exhaustive. Donc, c'est une photographie prise tous les 10 ans du parc agricole français. Donc, on a toutes les exploitations en France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer.
Et il y a dans ce recensement des informations sur l'exploitation, mais pas forcément des informations très précises à l'échelle de la parcelle. Par ailleurs, dans le recensement agricole, on a la surface agricole totale de l'exploitation, mais on n'a pas la ventilation en parcelle. Donc pour ça, on mobilisera d'autres bases. Dans le jeu des données agricoles, on a également les enquêtes. Donc tous les 5 ans, certaines parcelles sont enquêtées et on a des informations assez précises sur l'usage de phytosanitaires, donc ça c'est l'enquête phyto, et sur les pratiques culturelles, donc comment travaillent les agriculteurs dans ces différentes fermes. Et donc dans ces exploitations, pour les enquêtes, une parcelle est tirée au sort et est enquêtée. Donc on a des informations sur une parcelle dans l'exploitation si elle est tirée au sort, mais pas sur toute l'exploitation. Ensuite, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on avait des données très précises à l'échelle de la parcelle si elle est enquêtée, des données sur l'exploitation, et pour faire le lien et reconstituer le puzzle, on mobilise aussi le registre parcellaire graphique, qui est en fait ce qui nous permet de dire telle parcelle, elle appartient à telle exploitation. Et ça, c'est ce qui nous permet de reconstituer le puzzle du parc agricole français. On mobilise également Corinne Landcover pour compléter le RPG, parce qu'en fait, certaines parcelles qui ne demandent pas la PAC ne sont pas dans le registre parcellaire graphique. Et du coup, pour le compléter, on peut utiliser cette base de données. Donc pour la suite, je vais laisser la parole à Philippe. Merci Inès pour le début de la présentation. Maintenant, je vais passer sur une deuxième partie de la présentation, enfin partie 3 et 4, où on présente des résultats partiels de ce qu'on a réussi à faire. Donc, alors la première chose le premier objectif majeur de notre étude, c'est de préciser quelles sont les pratiques agricoles en France, et notamment ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'utilisation de pesticides au niveau de chaque parcelle agricole en France. Donc, définissons un peu les termes de ce qu'on veut faire. L'utilisation de pesticides au niveau d'une parcelle, elle est mesurée par cet indicateur qui s'appelle l'indicateur de fréquence de traitement, que je vais appeler IFT jusqu'à la suite de la présentation. Et l'IFT, il faut le voir comme une concentration de pesticides. Donc, je vous donne ici la formule, et le premier ratio, c'est clairement une concentration d'une molécule par rapport à un seuil qui est déterminé selon la molécule. Et le deuxième, c'est la concentration par rapport à quelle est la concentration au niveau spatial. Et voilà, mais le problème avec notre IFT, c'est que cette donnée est disponible seulement pour les parcelles qui ont été enquêtées par les enquêtes du VCSM agricole. Et notre objectif serait de prédire cette donnée de manière exhaustive sur toutes les parcelles en France. Comment on veut s'y prendre? Donc, on a des modèles différents qu'on a testés, et des variables explicative. Donc, ces variables explicatives, on n'arrive pas à toutes les mettre sur une page, mais il y a à peu près une trentaine. Et ce sont des variables qu'on a réussi à avoir à partir du recensement agricole ou du registre parcellaire graphique, donc des images satellites traitées. Et ici, on peut voir que, par exemple, une variable explicative qui est très importante, c'est évidemment l'espèce qui est cultivée sur une parcelle, mais on a accès aussi à plein de variables qui vont qui donnent une idée de comment est organisée un peu spécialement l'exploitation. Et je pense notamment, par exemple, à combien de prestataires sont présents à l'exploitation, combien de personnes travaillent. Quand on croise ça avec la surface, ça peut donner une idée de à quel point il s'agit d'une exploitation, disons, un peu traditionnelle, avec des agriculteurs qui labourent le champ, ou une énorme exploitation avec beaucoup de machines. On peut se dire déjà intuitivement que ces deux ces deux fermes différentes que j'essaye de décrire, elles utiliseront de pesticides de manière très différente. Donc c'est ça les données qu'on donne à notre modèle. Ici, je vous montre certains résultats qu'on a sur la performance des modèles qu'on a testés.
Et bon, c'est pas étonnant que XGBoost soit celui qui performe le mieux, c'est le modèle qui est à l'état de l'art de la prédiction pour ce genre de données. Euh, Ici, je précise que je montre des résultats qui ont été faits seulement sur les grandes cultures. Et ça, c'est par opposition aux cultures de légumes, des fruits ou de la viticulture. Parce que, bon, c'est peut-être pas évident, mais ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a traité des modèles différents pour chaque type de culture. Et donc ici, je veux montrer que les résultats pour la grande culture. Et en fait, pour les grandes cultures, c'est là où on a des meilleurs résultats. Donc nos modèles prédictifs se comportent mieux sur les grandes cultures que sur les autres cultures que j'ai mentionnées. Euh, donc voilà. Euh, et ici, je tiens à dire aussi qu'il s'agit de... Enfin, les résultats, enfin, ces résultats qu'on a mis dans cette diapo il y a 2 semaines, ils sont déjà pas à jour parce qu'on est en train encore de travailler sur le modèle et comment... enfin, et on a déjà des résultats qui sont un peu nouveaux par rapport à ça. Mais le fait que le modèle XGBoost reste plus performant, enfin, c'est quelque chose qui est confirmé, enfin, qui est toujours vrai, enfin, qui était vrai il y a longtemps et c'est toujours vrai. Ici, c'est un résultat que je trouve très intéressant parce que pour moi, il aide à justifier un peu de l'intérêt de cette étude. C'est-à-dire que, bah, au fait, au début, on part déjà d'une enquête qui s'intéresse aux pratiques phytosanitaires dans le parcelle agricole en France. Donc, on aurait déjà peut-être une idée on pourrait déjà avoir un estimateur de sondage pour prédire bah, quel est enfin, l'agrégat de tous les pesticides utilisés en France. Mais ce qu'on espère faire, c'est quelque chose où, au niveau d'une seule parcelle, on a une bonne prédiction et on arrive à localiser très finement dans l'espace où on utilise plus de pesticides que dans d'autres endroits. Et ça, enfin, peut-être intéressant de signaler, c'est que là, on n'a pas mis des variables x, y de coordonnées géographiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire pour améliorer, enfin, qu'on voudrait faire pour améliorer le modèle. Enfin, au moins, on voudrait tester par la suite pour voir si ça améliore les performances ou non de notre modèle. Et enfin, je pourrais, enfin, pour commenter un peu la carte, c'est intéressant de voir que on voit que sur le département où l'agriculture bio merci, où il y a beaucoup d'agriculture bio, on peut voir déjà que notre modèle se comporte de manière un peu attendue, où il y a peu de pesticides utilisés. On voit ça sur toute la côte sud de la France. Euh, mais on voit des choses intéressantes, par exemple, à l'est de Paris, on voit toute une région où on utilise très peu de pesticides et autour de enfin, à son voisinage, on en utilise beaucoup. Mais au fait, au niveau du département, ça ne se voit pas du tout sur la carte bio. Peut-être c'est quelque chose complètement indépendant du bio, mais c'est déjà un résultat nouveau qu'on n'avait pas auparavant et enfin qu'on espère confirmer euh, quand on aura conclu notre étude. Ici, je vous montre en autre graphique pour essayer de donner une idée de quelle est la performance de notre modèle XGBoost selon les valeurs de, de- les valeurs à quel point on utilise de pesticides au niveau de chaque parcelle. Et si on essaie d'imaginer une droite bisectrice dans dans ce graphique, on voit que pour l'instant, on a un modèle qui performe assez bien pour de petites valeurs et des valeurs moyennes, mais quand on arrive sur des valeurs très importantes, il commence à sous-prédire. Je pense notamment à que, bah, il y a une courbe un peu comme ça, il y a ce point ici où euh, la vraie valeur elle est supérieure à 30, mais la prédiction elle est juste au-dessus de 20. Donc on a encore un problème clairement pour des valeurs extrêmes, mais justement des valeurs extrêmes ou des parcelles où on met plein de pesticides, ben on voudrait bien avoir une bonne prédiction. De là, on met beaucoup de pesticides, parce que c'est là où on pense qu'il y a un intérêt à avoir cette information. Je donne aussi ce graphique avec
les valeurs de Shapley encore une fois, pour les grandes cultures. Et on voit que la variable espèce est très importante pour déterminer la quantité de pesticides qui est utilisée. Donc, sur une grande culture, on va vraiment regarder l'espèce. Mais ce qui est intéressant, c'est j'ai pas eu la place de mettre, enfin, j'ai pas voulu mettre plein de graphiques identiques, mais pour la viticulture ou pour les légumes ou pour les fruits, bah, en fait, parfois c'est pas l'espèce qui est la principale variable ou c'est la principale variable. C'est pas un graphique comme ça où l'espèce est de loin la première variable explicative. Euh, et là, on va regarder plus, par exemple, à quel point l'exploitation elle est mécanisée ou pas, à quel point bah, il y a peut-être l'agriculture bio ou autre. Et enfin, un deuxième objectif de notre étude était de euh, utiliser cette base de données qu'on crée de prédiction pour en dire quelque chose sur à quel point les personnes sont exposées aux pesticides en France. Et bon, en fait, cette partie de l'étude est beaucoup plus embryonnaire et on est un peu au début de ça. Mais je peux déjà vous donner tout le pitch de ce qu'on veut faire. L'idée serait de, en fait, croiser euh, les endroits où il y a beaucoup de pesticides avec là où habitent les gens. Et par exemple, on espère avoir assez rapidement des statistiques descriptives du genre X% de personnes sont à moins de 1 km d'une exploitation qui émet tant de pesticides. Et je pense que ces statistiques peuvent être parlantes, mais on a aussi l'idée de faire, par exemple, des gradients d'exposition, où, par exemple, on prend un endroit où il y a des fermes à proximité, et on regarde, ben, on fait un peu la somme de l'IFT fois la surface divisé par la distance au carré pour toutes les fermes qui sont dans un certain rayon, disons enfin 1 ou 2 ou 10 km, j'en sais rien, et en faire une carte, enfin comme sur cette slide, où on dit où sont mis des pesticides, mais ce serait intéressant d'avoir en fait une carte comme ça, mais où est-ce qu'il y a des pesticides et des gens à côté qui sont exposés à ces pesticides. Ce serait un peu l'étape suivante. Euh, et, euh, et voilà, je pense on conclut déjà. Merci. Du coup, sans transition, je reprends la parole pour vous présenter cette étude qui consiste à étudier l'exposition des ménages et de leur patrimoine immobilier aux aléas climatiques. Donc, c'est une étude qui a été menée également au D2E avec notamment Julie Sixou. Donc, le changement climatique menace aujourd'hui de plus en plus de populations parce qu'il est associé à un accroissement de la fréquence et de l'intensité des aléas naturels, donc des inondations, des sécheresses, des événements, des vagues de submersion ou des incendies. Ces risques, on le sait aujourd'hui, ne sont pas répartis uniformément sur les territoires. Certaines régions ont des spécificités qui font qu'elles sont plus vulnérables, notamment en raison de facteurs géographiques, mais aussi de facteurs humains, c'est-à-dire d'une plus forte densité de population. En France, à l'heure actuelle, on en sait très peu sur l'exposition des ménages et de leurs biens à chacun des aléas pris un à un, et on en sait encore moins sur la multi-exposition, c'est-à-dire sur le cumul des aléas qui peut rendre certaines populations plus vulnérables, ou en tout cas qui peut leur demander plus d'adaptation. Et on ne le sait pas pour aujourd'hui, mais on ne le sait pas non plus pour dans le futur. Et pourquoi s'y intéresser? Aujourd'hui, la France, mais beaucoup d'autres pays font face à une menace croissante. Donc fournir une mesure de l'exposition aux aléas, c'est nécessaire pour faire face notamment à des défis en termes d'adaptation et d'assurabilité. On a aujourd'hui en France un régime d'assurance CatNat qui
doit faire face à la multiplication et à une très forte augmentation des sinistres, notamment du fait des sécheresses, avant de se poser la question de comment on fait pour que ça coûte moins cher. Il est bien de se poser la question de qui sont les gens qui sont exposés. Donc nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est quels sont les risques, qui est exposé, patrimoine, population, et est-ce qu'il y a une superposition entre les inégalités sociales et les inégalités d'exposition aux aléas climatiques. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord vous décrire les données, certains de nos résultats, parce que je n'aurai pas le temps, à mon avis, de tous les développer, et une conclusion qui va un peu récapituler les principaux traits qu'on tire de cette étude. Donc, ce qu'il faut retenir, si vous devez partir maintenant, ou en tout cas si vous devez arrêter d'écouter maintenant parce que vous êtes trop fatigué, c'est que nous, ce qu'on vous propose, c'est d'étudier les 4 principaux aléas, qui sont le retrait-gonflement des argiles, donc c'est l'alternance de sécheresse et de périodes plus humides sur des sols argileux qui font qu'on a des fissures dans les bâtiments, les incendies, feux de forêt, méga-feux, la submersion marine et les inondations par débordement de cours d'eau. Donc on a 4 aléas qui sont associés à 4 profils d'exposition assez différents. Ils sont aussi très liés à des spécificités géographiques. Certains aléas sont plutôt situés en zone urbaine, le risque de submersion ou d'inondation, puisque les villes sont plus souvent situées proches de cours d'eau, en tout cas elles se sont développées proches des cours d'eau, et certains autres risques sont plus ruraux, le retrait-gonflement des argiles et les incendies de forêt. La géographie semble être plus importante, en tout cas semble être plus déterminante que les inégalités de revenus. Et si on doit retenir un chiffre aujourd'hui, 47% des logements sont exposés à au moins un aléa, et c'est principalement l'aléa retrait-gonflement des argiles. Je vais vous parler des données, puisque c'est un projet qui a mobilisé beaucoup de données, des données assez diverses. Donc tout d'abord, notre première base, ça a été Fideli, donc une base administrative qui réunit des données fiscales et cadastrales qui permettent de caractériser les ménages, c'est-à-dire leur composition, où est-ce qu'ils habitent, leur niveau de revenu. On a également le lien propriétaire, logement et propriétaire occupant, et ménage et logement occupant. Et on a également une petite extension qui nous permet de chiffrer, de valoriser le patrimoine immobilier. Donc on peut associer un prix à chacun des logements. Une hypothèse importante qui vaut pour toute la suite de notre étude et pour la base de données éventuelle qui en découle, c'est que on travaille avec Fideli, et donc la démographie et le stock de logements sont supposés constants. On n'a pas de projection ni de la démographie ni du bâti, et donc pas non plus de l'évolution des niveaux de revenus. Et dans notre étude, ils sont fixés à 2017, qui est le millésime du prototype Fidelimo. Ensuite, à ces données donc, qui nous permettent de caractériser et de localiser les ménages, on ajoute des données qui permettent de caractériser l'évolution des conditions climatiques pour différents horizons, court, moyen, long terme, et selon les 2 scénarios du GIEC 4.5 et 8.5, ce qui permet aussi des comparaisons des scénarios entre eux. Donc ça, c'est valable pour les conditions de sécheresse qui caractérisent le RGA et l'indice feu météo qui caractérise le risque d'incendie. Pour les inondations, on n'a pas de projection, on utilise les zones basses du littoral surélevées d'1 mètre, ce qui correspond à peu près à l'évolution de la situation crédible à horizon 2100, donc à horizon fin de siècle. Et finalement, pour les inondations, on n'a pas non plus de projection. La seule chose qui est disponible actuellement pour nous, ce sont les données du Centre de recherche de la Commission européenne qui caractérisent le risque d'inondation pour différentes périodes de retour. Nous, on prend la période de retour la plus élevée, ce qui correspond en fait aux événements les plus rares, mais les plus intenses. Donc là, je récapitule les sources des différentes données. Donc on a Météo France, notamment pour les données de projection climatique, l'ONF, l'INRAE pour ce qui est du couvert végétal, qui nous permet de caractériser le risque incendie, le CEREMA pour les inondations côtières et le JRC, comme je l'ai dit, pour les inondations. Donc là, je vais vous décliner les principaux résultats pour 2 risques, le retrait-gonflement des argiles et les feux de forêt. Le retrait-gonflement des argiles, donc comme j'ai dit, c'est le risque principal, en tout cas le risque le plus important qui concerne le plus de logements et qui va augmenter de la façon la plus significative. Grosso modo, il est caractérisé par la sécheresse géotechnique qui provoque sur les sols argileux
des mouvements qui peuvent occasionner des fissures dans les bâtiments. Donc c'est des dommages qui peuvent être très importants, mais pour lesquels des politiques d'adaptation, en tout cas d'atténuation des effets, sont éventuellement possibles. Donc ce qu'on obtient si on regarde le scénario RCP 8.5, ce sont les cartes que je vous présente ici. Donc à gauche, la situation en période de référence, et à droite, ce qui se passe à l'horizon, enfin ce qui se passerait à l'horizon fin de siècle selon ce scénario. Donc on voit que ce risque explose et qui va concerner de plus en plus des régions qui vont toucher même le nord de la France. Selon le scénario RCP 8.5, on a une augmentation de 47% des logements exposés, 22 selon le scénario RCP 4.5, et ce risque peut occasionner des dégâts qui sont assez importants. La CCR chiffrée à 500 millions d'euros pour l'année 2022, et elle prévoit une augmentation assez importante. Donc c'est un risque qui aujourd'hui est dans le régime CatNat et correspond à une enveloppe assez élevée. Par ailleurs, ce risque, il concerne principalement les maisons, enfin il ne concerne que les maisons, j'ai oublié de le préciser, mais les appartements, ils sont associés à des fondations plus profondes qui font qu'ils ne sont pas exposés au risque RGA. Donc du coup, par la qualification du risque, c'est un risque qui est principalement rural, donc qui concerne principalement les zones assez peu denses. Et on s'en rend compte en regardant ce graphe qui nous montre en fait la localisation par niveau de densité. Et par ailleurs, si on regarde la dichotomie propriétaire-locataire, c'est un risque qui concerne principalement des propriétaires occupants. La question suivante, c'est est-ce que ça concerne plutôt des ménages pauvres ou aisés? Et ben en fait, c'est légèrement croissant avec le niveau de vie, mais c'est pas flagrant. Ce qu'on voit également, c'est légèrement croissant avec le niveau de vie de l'occupant. Et ce qu'on voit, c'est que ça a une forme un peu de haine avec le niveau de vie du propriétaire, ce qui est lié au fait que les ménages les plus aisés, ils possèdent des maisons, mais ils possèdent aussi plus souvent des appartements. Enfin, ils sont multipropriétaires. Et dans leur lot de multipropriétés, il y a souvent des appartements qui sont situés dans les villes et qui sont en fait épargnés du RGA. Je vais désormais passer donc à un autre risque, l'aléa feu de forêt, qui a la même caractéristique que le RGA, c'est-à-dire que c'est plutôt un risque rural puisqu'il nécessite d'être en lisière d'une zone forestière. Donc ici, je présente les résultats, tout pareil sur le scénario RCP 8.5, à horizon fin de siècle et en période de référence. Comme attendu et comme l'a montré l'actualité relativement récente, donc les incendies, enfin les méga-feux qu'il y a eu l'été dernier ou il y a 2 ans, on a la région du sud-ouest qui est très concernée et de plus en plus les régions de l'Aquitaine. C'est un risque où on va avoir une assez forte augmentation dans la classe d'exposition la plus faible, donc de 40% si on prend le RCP 8.5, 20% si on prend un scénario un peu moins pessimiste. Si on regarde maintenant qui est touché, ça reste un risque comme le RGA qui touche principalement des zones rurales parce que la proximité des forêts fait qu'on est moins souvent dans des grandes villes. On a cette fois-ci une surreprésentation des résidences secondaires, mais aussi des logements qui sont occupés par des propriétaires. Donc là, un peu comme le RGA, mais peut-être de façon plus flagrante pour le RGA, c'est potentiellement un levier pour les politiques d'adaptation. Et enfin, si on regarde ce qui se passe selon le niveau de vie, que ce soit du propriétaire ou de l'occupant, l'exposition est relativement stable avec le niveau de vie du propriétaire ou de l'occupant. Donc, encore une fois, c'est pas sur le niveau de vie que se fait la dichotomie. Ou en tout cas, on n'a pas vraiment une classification ménage aisé exposé à tel risque versus ménage pauvre exposé à tel ou tel risque. Donc, pour conclure, en tout cas pour récapituler, ça aurait été, je vous ai pas présenté donc la submersion marine ou les inondations par débordement de cours d'eau, mais c'est grosso modo les mêmes résultats, c'est-à-dire que c'est plutôt les caractéristiques géographiques qui vont nous permettre de caractériser quelle population est exposée à quel risque, plus que les caractéristiques socio-économiques. Donc aujourd'hui, plusieurs aléas menacent les logements et la population en France.
c'est une menace qui est très dépendante de la géographie. Chaque aléa a des caractéristiques assez différentes et est associée à des politiques, ou en tout cas des moyens d'atténuation ou d'adaptation différents. On a peu d'effets d'inégalité d'exposition, excepté pour le RGA, on a, donc, comme je l'ai dit, le haut et le bas de la distribution qui sont un peu moins exposés, en tout cas pour les ménages occupants. Et globalement, l'exposition du patrimoine immobilier augmente avec le revenu. Maintenant, je vais vous parler assez brièvement de la superposition des risques, puisque c'était aussi un des points de notre étude. On voulait se poser la question de est-ce qu'il y a des ménages qui cumulent les risques et qui sont donc peut-être plus vulnérables, en tout cas qui vont avoir plus de mal à s'adapter, puisqu'ils vont devoir s'adapter à différents risques. Donc là, je représente du coup sur 2 graphiques ce qui se passe pour les propriétaires et pour les occupants, et à combien de risques ils sont exposés. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on retrouve des graphiques qui ressemblent beaucoup à ceux que je vous ai montrés plus haut pour le RGA, parce qu'en fait, c'est le principal risque et il concerne énormément de logements. Donc du coup, tous les résultats de multi-exposition ressemblent énormément à ceux du RGA. Et on a finalement beaucoup de logements qui sont exposés à un risque. Quand c'est 2 risques, c'est RGA plus incendie de forêt. Et du coup, les résultats de multi-exposition sont relativement similaires à ceux que je vous ai déjà montrés, c'est-à-dire qu'on a très peu de disparités de revenus, sauf pour les extrêmes, qui sont liés au fait que les ménages très aisés possèdent des appartements dans leur pool de logement. Les ménages les plus modestes, ils possèdent moins de logements, donc ils sont de fait moins exposés. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il y a un premier. Vous pouvez venir au micro. Ouais, mais il y en aura pour tout le monde. Merci pour ces 3 présentations très intéressantes. J'avais une question pour le deuxième exposé sur la cartographie qui a été présentée au milieu. Vérifier que s'il s'agissait bien toujours des grandes cultures seulement. J'étais un peu étonné parce qu'on voit des grands trous noirs qui semblaient correspondre à des petites utilisations de pesticides en Gironde, en Charente et dans toutes les régions viticoles. Ce qui me paraît très surprenant parce que ce sont les départements qui sont les premiers acheteurs de pesticides. Donc ça serait un peu curieux qu'ils ne les utilisent pas, ou alors ou en tout cas pas dans les vignobles. Donc ça c'était la première question. Et la deuxième question c'était pour le 3e exposé. J'ai l'impression qu'on s'est consacré principalement à des aléas métropolitains. Est-ce que vous avez l'intention de les étendre aux aléas ultramarins et à des aléas qu'on ne connaît pas forcément encore en métropole, mais qu'on connaîtra peut-être comme des chaleurs intenses ou ce genre de... Est-ce que vous avez fait l'exercice et décidé de l'exclure et pourquoi? Je vais commencer par la seconde question et prendre la première ensuite. Donc pour le... Je ne sais pas si c'est allumé. Ouais, c'est allumé. Ok. Pour l'étude sur les risques, alors... oui, on a pris les Outre-mer et non, je ne vous ai pas présenté uniquement des aléas, enfin, je vous ai présenté des aléas effectivement qui étaient uniquement métropolitains, donc le RGA et les incendies de forêt, ils ne concernent pas les Outre-mer. La submersion marine, elle concerne les Outre-mer et on la traite dans l'étude exhaustive. Les débordements de cours d'eau, malheureusement, en fait, on a des données, enfin, les données disponibles sont celles du Centre de recherche de la Commission européenne, donc c'est sur des territoires européens, donc on n'a pas de données sur les inondations continentales pour les Outre-mer. Par ailleurs, Fideli est de moins bonne qualité aussi pour les Outre-mer, donc on est un peu limité par les données, mais on a essayé d'introduire au mieux ce qu'on pouvait. Donc pour la submersion marine, on a des choses qui seront dans le document de travail. Et pour le choix des risques, on a également, on le mettra en annexe, on l'a fait en s'inspirant d'un travail qui avait été fait, je crois que c'était par la région PACA, en INSEE première, sur l'exposition aux îlots de chaleur.
Donc on a répliqué ce travail à l'échelle de la France et on a mis les résultats. C'est juste que ce risque, il était un peu différent, il concerne les populations et pas les logements. Donc on a préféré le mettre ailleurs. Mais du coup, ça y sera. Et pour l'autre question, la carte, elle était uniquement sur les grandes cultures. Donc c'était normal de ne pas voir les régions viticoles. Voilà. Donc j'ai plusieurs questions pour Inès et Felipe. D'abord, vous faites l'hypothèse du coup que pour être exposé aux produits phytosanitaires, il faut vivre à côté de la parcelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà prouvé dans la littérature ou est-ce que c'est une hypothèse que vous allez tester? Et après, j'ai deux autres questions plus méthodologiques. Pour vos imputations d'usage de produits phytosanitaires, vous ne nous montrez pas la fonction cible d'optimisation que vous utilisez. En particulier pour toute la partie, vous avez des sous-estimations, sans doute qu'il y a des choses à jouer avec ça. Et quand vous utilisez donc soit un modèle linéaire, soit Nearest Neighbors, soit XGBoost, en principe, vous avez à peu près les mêmes moyennes, mais vous n'aurez pas la même variance. Et du coup, sur les résultats que vous allez regarder après, comment vous voulez gérer ça? Du coup, pour la première question, alors attends, je vais commencer par la seconde parce que La distance, ah oui, pour la première question, oui, en fait, pour l'exposition, on va dire respiratoire, c'est vrai, mais pour le reste, en fait, la voie d'exposition principale aux pesticides, c'est la voie orale, c'est-à-dire ce qu'on mange, et ça, du coup, tout le monde est exposé, peu importe la distance. Donc, du coup, certaines études, regardez les riverains, donc il y a de la littérature qui donne une certaine distance, mais c'est pas la voie d'exposition principale, en tout cas dans la population générale. Donc c'est peut-être pas le bon canal. Ensuite, pour la seconde, donc il y avait deux questions en une. Là, on n'a pas mis la fonction cible, effectivement, parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Et sur la variance des différents modèles, en fait, nous, ce qu'on compte faire, c'est utiliser un seul modèle et du coup faire une inférence sur ce modèle-là et pas forcément sur les autres. L'idée, c'était plus d'avoir un comparatif qui nous permettait aussi de faire le choix du modèle. Donc du coup, les autres modèles, on les utilisera probablement pas, on les utilisera pas en pratique. Et peut-être juste pour complément sur la première question, effectivement, le résultat qu'on va sortir, il est assez restreint sur juste dire une proximité entre là où il y a des pesticides et là où des gens sont. Alors, pendant ma présentation, j'ai surtout parlé des logements, mais on compte aussi faire donner des statistiques sur, par exemple, à quel point il y a des pesticides proches d'écoles ou de prisons ou d'hôpitaux, des choses comme ça. Juste pour compléter, il y a tout de même eu une étude récente là, qui a fait parler d'elle, de l'ANSES sur la proximité des habitants avec les phytos utilisés pour les vignes. Donc là, il y a tout de même des liens forts, et notamment pour les femmes enceintes. Voilà, il y a des dangers particuliers pour certains types de populations. Merci. Merci. C'est encore une question sur la présentation sur les produits phytosanitaires. Est-ce que vous pensez plus tard utiliser des données de santé pour comparer la prévalence de ces produits phytosanitaires, de l'exposition, pour comparer l'exposition à la prévalence de certaines maladies qui pourraient être liées aux produits phytosanitaires? Oui, du coup, c'est l'idée naturelle, mais effectivement, en cours, on apparie ces données avec les données de santé, avec l'idée, du coup, de regarder une exposition professionnelle / environnementale des ménages agricoles, donc pas seulement le travail agricole, mais aussi son ménage, à ces produits phytosanitaires. Parce que là, effectivement, on aura un lien un peu plus puissant que entre le riverain et l'exploitation. J'ai une question, c'est sur la présentation sur les émissions des industries.
Donc ma question, en fait, j'ai été assez marquée par le chiffre de 10 entreprises qui émettent 30% des émissions. Et je voulais savoir, c'était quel type d'entreprise? Si on peut avoir les 10 noms, ça serait bien. Et est-ce que si vous voulez publier ce genre de papier, est-ce que vous n'allez pas au-devant de complications? Enfin, je ne sais pas. Il risque d'y avoir des problèmes. Je ne sais pas. Qui est-ce qui a présenté sur les émissions? Du coup, en fait, ça, c'est des données publiques. C'est le marché carbone européen. Et donc, il y a déjà un papier du réseau Action Climat, donc une association où il y a le nom des 50 plus gros émetteurs avec tous les chiffres et tout. Donc, c'est tout public. Et donc, ça, pour le coup. Mais c'est vrai que nous, il y aura une réflexion. Je suis pas du tout expert sur le sujet sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme graphe pour anonymiser, entre guillemets. Enfin, ça, c'est pas du tout. Ouais, c'est une vraie question. Hein. Pareil, en complément, il y a tout de même un programme France 2030 avec des investissements pour décarboner. Et donc, il y a eu un choix des 50 plus gros émetteurs pour pouvoir les subventionner pour essayer de décarboner. Donc, c'est les aciéries, quelques cimenteries et raffineries, voilà, des Total au Havre. Non, c'est juste une remarque. En fait, l'agriculture bio, il n'y en a pas beaucoup dans les grandes cultures, justement. Donc, ce n'est pas forcément le plus pertinent. D'ailleurs, on le voit dans votre modèle, ça arrive assez bas. Donc, sur ces graphiques, effectivement, il faudrait regarder éventuellement. Et c'est dommage que ça ne marche pas sur viticulture et fruits et légumes. C'est vraiment là où il y a des sujets, notamment. Enfin, viticulture, c'est connu. Fruits et légumes, ce serait intéressant de davantage creuser. Je ne sais pas si vous auriez moyen voilà, d'améliorer les modèles. Je ne dirais pas que le modèle ne marche pas pour viticulture et légumes. C'est juste qu'il est moins performant que pour le grande culture. Après, c'est peut-être un peu attendu que pour le grande culture, tout soit plus balisé et tout le monde fasse un peu pareil. Merci beaucoup pour les 3 présentations, c'était très intéressant. J'ai une question sur la première présentation, en fait, sur la continuité des entreprises, parce que ça m'a un peu interpellé. Comment vous faites exactement? Parce qu'il y a un investissement fait par le PESAR de Toulouse, études économiques régionales, qui a travaillé sur la continuité des entreprises et a pu remonter jusqu'à 2008. Pour pouvoir faire ça. Alors, quelle est votre profondeur? Jusqu'où vous avez remonté? Est-ce que vous avez appliqué la méthode faite par le PESAR? Et sinon, pourquoi? Voilà. C'est moi qui vais répondre. Oui, on a bien connaissance de l'investissement E7 du PESAR qu'on a utilisé pour d'autres travaux. Mais là, en fait, ça s'était pas adapté à notre besoin pour 2 raisons. D'une part, parce que les données de l'IREP qu'on souhaite utiliser sont plus anciennes. Elles remontent jusqu'en 2003. Et d'autre part, en fait... la logique de, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais la logique de prédécession-succession de Sirène, elle n'a pas forcément une logique géographique, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un magasin et que vous le déplacez de 1 km, ça va créer une prédécession-succession, alors que nous, on veut vraiment suivre des sites industriels avec la logique, en fait, que si vous déplacez votre usine d'1 kilomètre, vous allez sans doute construire une nouvelle usine, et ça veut dire des choses importantes sur les investissements, par exemple, en termes d'équipement de dépollution. Et on ne veut pas considérer que c'est le même site industriel. Donc on couple en fait les données Sirène avec des indicateurs pour s'assurer qu'on suit bien des sites industriels qui sont toujours à la même place. Donc c'est ces raisons pour lesquelles on n'a pas utilisé directement ce qui avait été fait dans le kit 7. Merci beaucoup.